Bonjour tout le monde. Fait grand plaisir de procéder à la suite des activités avec une table ronde ou un panel, je ne sais pas qu'est-ce que le mot exact. Et oui, Faut juste que je vérifie, là. Est-ce que ta voiture est bien stationnée? mieux que ça, je n'ai pas de voiture cette année. Problème réglé, merci. Problème réglé, oui. Je savais que quelqu'un allait le dire. Euh, bon, là, j'ai perdu le fil de mon idée. OK. Il fait bien plaisir de prendre un moment pour discuter d'une question que je pense qui nous interpelle tous, éducateurs, personnel éducatif, dirigeants scolaires, parents, jeunes, celle de l'identité numérique en ligne. Il y a un dicton que j'adore qui dit qu'avec la liberté vient la responsabilité. Et je pense que tous, vous avez eu au moins, vous avez eu des occasions soit à vivre des situations ou à gérer des situations ou à réfléchir, débattre de cette question-là de l'identité numérique, ce que je fais sur le web ou ce que je publie sur le web. Et c'est un peu ça qu'on veut faire ici avec vous cet après-midi avec 4 personnes d'horizons différents, de backgrounds différents, qui vont nous parler, exposer leur point de vue sur cette question-là. Donc, le déroulement est assez simple. Chacune des 4 personnes va prendre une dizaine de minutes pour vous présenter, vous parler, donner ses réflexions sur cette question-là. Et par la suite, un peu comme hier, Patrick Giroux avec le micro pour la conférence de Carcenti, Nelson, je ne sais pas où Nelson, bon, juste en avant ici, il aura justement un micro pour prendre des questions ici de la salle, qui pourrait être une question générale dirigée au panel ou une personne en particulier. Et ensuite, on aura il y a quelqu'un qui surveille le fil Twitter notamment pour voir s'il y a des questions venant des gens qui sont à distance. Donc, ces personnes-là, n'hésitez pas à poser vos questions au même titre que les gens dans la salle ici. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter 4 personnes. Donc, à partir de mon extrême droite là-bas, Bernard Manzerolles, du Nouveau-Brunswick, qui revient depuis très peu de temps de Paris, où il vient de passer une année à l'OIF dans un projet intéressant. Mais Bernard, il est coordonnateur au niveau des TIC au district scolaire francophone sud, tout le sud-sud-est de la province. Ensuite, Nathalie Couson de Québec, enseignante au secondaire, le français notamment, hein, surtout. Et ensuite, Pierre Gagnon, enseignant au primaire à l'école Saint-Gérard, je crois, à Montréal. Et finalement, Max Cook de l'Association canadienne de l'éducation. Je pense que c'est toi, Max, qui a bien coaché Ron Canuel dans son appropriation de blog puis de Twitter et tout ça. Donc, Max est directeur des communications pour l'ACE. Donc, il me fait grand plaisir. On va procéder en ordre alphabétique. Et justement, Max, c'est toi qui as le privilège de commencer. Je vais avoir un petit chronomètre et quand il restera environ 1 minute, je vous ferai un signe. OK? Merci. Merci. Alors, ça marche. Je ne pense pas que je vais prendre 10 minutes. Premièrement, je vais dire, ce serait assez évident que je suis anglophone. Je m'excuse en avance pour mes fautes grammaticaux ou grammaticales. Merci. On a des profs dans la salle. OK, bien, premièrement, l'Association canadienne d'éducation, fondée en 1891. C'est une organisation surtout maintenant qui concentre sur la recherche et l'action sur l'engagement des élèves et l'engagement des professeurs. Et on a 2 projets très intéressants dans ce domaine-là. C'est sûr que pour nous autres, ce qui se passe dans les classes, on veut voir une transformation dans l'enseignement et l'apprentissage. Et si tu as vu les revues de Education Canada, c'est nous autres qui publions cette revue-là, bilingue. On a vraiment un respect historique et, pour le bilinguisme au Canada. Ça, c'est pourquoi je suis chanceux d'être ici aujourd'hui. Pour dire que j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick, ça fait 8 mois.
de Toronto. Quand je dis ça, ça me semble que la plupart des personnes sont pas mal étonnées. Moi, je dirais que c'est un choix formidable et je suis chanceux d'être ici aujourd'hui avec vous autres. Alors, quand je dis que j'habite à Rothsay, est-ce que j'aurai des bouts? Mon épouse travaille à Saint-Jean, mais moi, je voyage partout au Canada. Et ça, ce que je veux dire à propos du réseautage de l'Association canadienne d'éducation, moi, je suis chanceux que j'ai partie de mon emploi, c'est d'observer ce qui se passe en ligne, mais aussi ce qui se passe au niveau des ministères, partout au Canada. Et ce que moi, j'essaie de faire, c'est de partager ce que je vois en ligne avec les gens autour de notre table nationale. Et sur notre table, notre conseil d'administration, on a des directeurs généraux, on a des chercheurs, on a des directeurs, on a toutes sortes de gens de différents milieux qui se rassemblent pour parler comment est-ce qu'on va améliorer l'éducation au Canada. Ce qui m'étonne, là, parce que le phénomène Twitter, c'est quoi, 4-5 ans maintenant. Pour moi, j'ai découvert Twitter parce que j'étais encouragé par un collègue de jeter un coup d'œil sur ça. Puis finalement, j'ai dit, oh, je ne peux pas ignorer ce qui se passe en ligne. Et c'est là où j'ai décidé comment est-ce que je vais moi-même créer un profil personnel en public. Moi, je suis une personne très privée en vie. Je n'ai pas un compte Facebook. Malgré le fait, je connais Facebook, je connais comment l'utiliser. On a un compte Facebook chez l'ACE, mais moi-même, je n'ai pas un compte. Mais Twitter, c'est quelque chose d'un peu différent. Moi, j'ai 400 personnes environ qui me suivent. Et je pense que si je partagerais des opinions plus personnelles, ce qui se passe dans ma vie, peut-être si je mange un sandwich durant la lunch, peut-être j'aurai plus de personnes qui me suivent. Mais moi, je suis très gardé. Parce que, comme directeur de communication, c'est moi qui guide mes collègues comment utiliser Twitter. Malgré le fait que mon patron, Ron Canuel, il ignore ce que je lui dis parce qu'il dit ce qu'il veut en ligne. Ça, c'est à lui. Ça, c'est pourquoi on dit, je ne sais pas le mot en français comment on dit ça, tweets are my own. Ça dit quelque chose? Oui. Comment on dit ça en français? Ça, c'est très important. Ça, c'est comme Twitter 101 pour les organisations. Ça veut dire que si jamais moi, je fais une blague, si je suis sous un soir, puis je décide de dire le ministère de l'Éducation de Nouveau-Brunswick est fou, ça pourrait, j'ai le droit de le faire. Tweets are my own veut dire que l'Association canadienne d'éducation au moins peut protéger eux autres contre être accusés que nous sommes contre l'ACE. Je dirais que je ne vais pas faire ça, mais je dirais que c'est ça une méthode de protéger plutôt l'image, c'est quoi image? Excusez. L'image d'une organisation. Ça, c'est très important. Alors voilà, je parle assez vite et je regarde pas mes notes. Je trouve ça drôle à une conférence de technologie que c'est moi qui ai amené du papier pour partager. Mais oublie ça, je ne le regarde pas quand même. Alors voilà. Laisse-moi parler un peu de mes observations de Twitter. J'ai déjà écrit un article dans Education Canada qui est disponible en ligne du phénomène Twitter en éducation. Juste un ou deux observations par rapport avec l'identité en ligne. Et je veux dire à côté que c'est là où j'ai rencontré Jacques. Et c'est parce que j'ai fait une liste des top Twitter et du Twitter en Canada. OK? Ça, c'était une faute. Fais jamais des listes du top Twitter parce que je pense que c'était en ligne pour 3 minutes. Et j'ai eu un tweet de Jacques Cool. 3 minutes en ligne. Je rappelle bien parce que j'étais avec mon technicien et voilà, on a partagé avec le monde. Jacques Cool disait, hey, voyons là. Mais il ne disait pas ça là. Je ne sais pas comment exactement tu fais. Tu ne disais pas voyons là, mais tu disais, il n'y a pas de francophone sur cette liste-là. Je dis, je ne peux pas te croire. Moi, je suis complètement bilingue.
je pense que j'ai une sensibilité envers la culture francophone, puis il avait raison. Et j'ai dit, ben, c'est parce que j'ai jamais vu les francophones en ligne. C'est parce que je ne les suive pas. Alors, peut-être 10 minutes tout de suite après, il y avait un fichier Google qui avait une centaine de Twitter en français pour moi que Jacques a créé. Alors voilà, ça c'est le réseautage. Et pour nous autres, ça c'est très important que je suis au courant de ce qui se passe. Mais je veux dire que le phénomène entre les anglophones et les francophones avec Twitter, c'est que j'ai vraiment de misère à trouver des blogueurs francophones qui écrivent à propos du changement d'éducation, la transformation. J'ai déjà demandé à 1 ou 2 personnes et je pense que c'est un phénomène culturel parce que ça prend des risques de partager ce que tu penses en ligne. Et je pense que si je redis ça, le sujet aujourd'hui, il faut être prudent, mais en même temps, j'aimerais bien voir qu'il y en a encore plus de francophones qui sont là en train de pousser le système en avance. Parce que je vois ça autant au côté anglophone, j'ai plein de blogueurs réguliers sur notre site et ils sont toujours là en train de pousser la pensée en avance. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais surtout les blogueurs, j'ai beaucoup plus de misère à trouver des voix francophones. Je suis très ouvert à promouvoir vos idées, même sur notre site. Alors finalement, je vais parler au niveau des directeurs généraux. Je trouve ça super intéressant. Je suis sûr que je me trompe maintenant parce que je suis pas toujours sur Twitter, mais je pense qu'encore je peux compter sur mes 2 mains le nombre de directeurs généraux partout au Canada qui fréquentent Twitter et qui bloguent régulièrement. J'ai 2 ou 3 en tête que je peux partager. Il y a Chris Kennedy à West Vancouver. Si tu ne le connais pas, cherche-lui. Ses blogs sont super bons. Et ça, c'est un exemple d'un leader d'une commission scolaire qui prend les risques chaque jour et partage ses pensées et crée une culture d'innovation dans son commission scolaire. Alors, ça veut dire que les messages viennent du top jusqu'au top to bottom, là, tu sais. Je voulais partager Chris Spence de Toronto. Je ne sais pas si tu as écouté les nouvelles de ce qui est passé à Chris Spence à Toronto. Lui avait le plus de followers, d'abonnés, merci Jean, au Canada. Mais malheureusement, il a eu des troubles avec à copier les textes des autres gens et il a perdu son job. Alors ça, ce n'est pas vraiment un bon exemple. Mais avant ça, lui, il partageait ses observations chaque jour dans les écoles. C'était super puissant. Ça, c'est des modèles du directeur général. Et si ça se passe dans votre commission scolaire, c'est là où je vois qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de confiance entre les profs et les directeurs aussi de partager leurs pensées envers le changement. C'est très important. Une minute. Je ne peux pas croire, j'ai pris 10 minutes, là, voilà. Je pense que c'est tout que j'ai à partager. Juste pour dire que pour les organisations, spécifiquement en éducation, il faut qu'on voit un changement majeur dans la façon que les commissions scolaires partagent leur information, les ministères d'éducation. Il n'y a pas autant de transparence en ligne. Ce que je vois en transparence, c'est des personnes comme vous autres, les directeurs, les Sébastien Sass, vous autres, toi, chaque jour, en train de prendre les risques et de pousser l'éducation en avance. Et c'est là où je suis fier d'être avec vous autres et de continuer, soit pas découragé. Et j'espère, avec tout ce que je connais dans les domaines des ministères et des directeurs et les profs en ligne, tu peux me demander des questions tout à l'heure. C'est ce que j'ai à partager. Parfait. Merci beaucoup, Max. Donc, on va procéder avec Nathalie. Et Nathalie va avoir un support visuel, donc elle va se déplacer ici. Et Nathalie, c'est l'ordi ici.
Bah, bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente, Nathalie. La Nathalie que vous avez ici à l'écran, c'est un personnage de BD de Sergio Salma. Je l'utilisais tout le temps avec mes élèves en classe et elle a toujours des expressions très expressive, ses sentiments, elle passe beaucoup, puis je m'en servais dans mes documents avec mes élèves. Alors j'ai trouvé que je pouvais aussi bien m'en servir aujourd'hui, puis c'est un petit peu ma personnalité aussi. Donc, qui suis-je sur le web? Et bien, comme l'a dit tantôt Jacques, je suis une enseignante de français au secondaire. J'ai travaillé en prêt de service au ministère de l'Éducation à la direction des programmes en français. Et durant 4 ans, j'ai aussi pu expérimenter les réseaux sociaux dans la classe de français. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir à l'identité numérique et aussi à l'intégration des TIC au service des apprentissages en français. Mais avant d'être une prof, avant d'être une technopédagogue, je suis avant tout une maman. Une maman de 2 jeunes garçons, un de 9 ans, un de 13 ans. Et ils font partie de cette génération des natifs du numérique. Et c'est aussi en tant que parent que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que ces 2 jeunes garçons-là, ils ont une identité sur le web déjà. Ils jouent en ligne, ils ont des avatars, ils ont en tout cas toute une vie, parfois à laquelle je trouve ça difficile de la suivre. Et je sais que pour avoir des amis aussi qui ont des enfants, qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent démunis, incompétents, parfois face aux usages des réseaux sociaux de leurs enfants. Et ne sachant quoi faire, malheureusement, soit ils abandonnent la partie, soit ils interdisent. Alors, comment on peut accompagner les jeunes? Comment on peut les guider? Et puis, ce qui est paradoxal encore aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas à nos jeunes souvent à naviguer, ou quand même, bien même, on voudrait le faire. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que la plupart des réseaux sociaux sont bloqués dans les écoles, alors qu'ils ont un potentiel pédagogique énorme. Et bien alors, comment on fait? On enferme les jeunes dans un espace qui est plus ou moins sécurisé, sans protection, au lieu de les éduquer, de leur apprendre à s'en servir de façon raisonnée et réfléchie. Donc, moi, j'estime qu'il y a une véritable éducation à faire avec les enfants, les élèves, autant en tant que parents que comme prof, parce qu'on ne peut plus nier la place du Web 2.0 dans la société puisqu'elle est dans leur vie. Alors, ma démarche pédagogique comme prof, en ce qui a trait à l'identité numérique, ça s'appuie sur deux éléments qu'on retrouve dans les programmes de français notamment. Je vais peut-être être un petit peu technique ici, mais si vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Dans les programmes de français, on parle de familles de situations. C'est quoi les familles de situations? C'est des contextes spécifiques d'apprentissage qui permettent le développement des compétences en français. Par exemple, lire pour s'informer, écrire pour confronter. Donc, il y a la famille de l'information, celle du jugement critique, celle de la création. Pour moi, ces 3 familles-là ces 3 contextes d'apprentissage sont des endroits où on peut exprimer cette identité numérique. On peut informer, on peut partager, on peut confronter, on a besoin d'exercer son jugement critique aussi quand on publie de l'information, quand on s'expose. Et aussi, on peut construire son identité par la création, par la créativité. L'autre élément, qui est aussi un des éléments du programme de formation, mais qui lui est commun à toutes les disciplines, c'est une des visées du programme de l'école de la québécois, et c'est ce qu'on appelle la construction de l'identité. Donc ça fait partie des missions de l'école de construire l'identité. Alors il faut considérer aussi l'identité numérique. Donc moi je pense que ce que j'essaye de faire, c'est une éducation à un usage raisonné des réseaux sociaux qui est intégré à l'apprentissage de la langue, parce que je suis une prof de français. Et le Web 2.0 nous offre des outils merveilleux pour ça, pour cette construction d'une identité numérique positive. Moi, je pars du principe de base que si un élève développe un rapport positif à sa langue, qui fait partie intégrante de son identité, puisque c'est par elle qu'il la manifeste, l'exprime, la partage, la confronte, l'évalue, il aura tous les outils pour construire et gérer au mieux son image sur le web. Donc ce qui m'intéresse dans les apprentissages en français, c'est de pouvoir amener mes élèves à réfléchir sur leur posture numérique
et de profiter des contextes dans lesquels ils sont, que ce soit par exemple l'analyse de publications sur un blog, sur Twitter, peu importe, pour opérer donc ces transferts-là. Donc, c'est bien de connaître les règles du participe passé, c'est bien de savoir accorder ses verbes, c'est bien de savoir conjuguer, c'est bien de savoir repérer une figure de style. Mais après toutes ces connaissances, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je suis d'avis qu'on ne fait pas coutiller les élèves dans l'immédiat, mais que je dois amener mes élèves à prendre conscience de ce qu'ils apprennent. Ça va les aider à se réaliser, à être, et à être partout, pas juste sur le web, dans leur vie. Et le web fait partie de leur vie. Et que ça, ils le font parce qu'ils sont compétents en français, qu'ils sont capables de maîtriser leur langue. Donc, ils peuvent entrer en relation avec les autres, ils peuvent s'ouvrir au monde, ils peuvent transformer le monde aussi. Donc, en d'autres mots, là, il y a un truc qui se connecte. Travailler la langue en lien avec l'identité numérique, ben, ça permet le développement et l'affirmation de soi. Je vais passer vite. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait pour faire tout ça? Bon, moi, j'ai décidé que je faisais une tweet class. Donc, j'ai utilisé Twitter. Et puis, on a regardé mon profil Twitter avec mes élèves. On a regardé comment moi, j'étais sur le web, qui j'étais. Alors, on s'est rendu compte que j'avais de multiples avatars qui changeaient au gré des humeurs de mon coiffeur. Que j'étais un pseudo, et d'ailleurs ce qui est très drôle à ce titre, c'est qu'un jour en rentrant dans une classe au primaire, les enfants m'ont salué en me disant « Salut Natkouz ». Et j'ai dit « Mon Dieu, c'est la seule façon dont ils me connaissaient dans l'interaction sur Twitter ». Donc j'étais pour eux Natkouz. Ensuite, on a regardé avec mes élèves mon profil Twitter. Donc on a regardé ma bio, qu'est-ce que je disais de moi, qu'est-ce que je faisais connaître de moi aux gens. Quelles étaient les informations qu'il y avait ici. Donc, ils se sont rendus compte que j'avais aussi un blog dans lequel j'écrivais en tant qu'auteur et en tant que pédagogue. Donc, on est allé regarder mes champs d'intérêt. Je leur ai demandé de me taguer, donc de donner des mots-clés pour savoir un petit peu me référencer. Et puis pour eux, c'était pas menaçant de faire cette activité-là parce que c'était sur moi qu'on le faisait, donc ils voulaient absolument découvrir des trucs croustillants et ils n'en ont pas beaucoup trouvé. Donc on a vu que j'avais un profil Facebook aussi qui était très très fermé. Ça m'a permis de leur rappeler qu'il y a quelques notions de paramétrage de compte Facebook et je leur ai montré que les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis, mais ils peuvent devenir mes ennemis aussi. Donc il y a des choses peut-être qu'on pourrait améliorer dans leur paramétrage. Donc ensuite, ils ont vu que je publiais aussi des photos, donc on a pu faire une petite réflexion sur l'image de soi qu'on veut donner aux autres. Ils ont vu que j'avais un profil professionnel aussi avec que j'avais un profil Google, que je publiais des vidéos sur YouTube aussi. Et puis ensuite, on en est venu donc à une réflexion en classe collective avec des questions. Quels sont les dangers de publier sur le net? Leur réponse, donc, on a fait un Wordle comme ça. Donc, les jeunes sont très conscients de tout ce qui peut être comme risque, comme danger. Mais entre, je dirais, le fait de le savoir et le fait de l'intégrer, de le faire, il y a une grande, grande, grande marge. Donc, comme on allait faire une tweet class et utiliser Twitter, je leur ai demandé à quoi ça servirait d'utiliser ça. Surtout qu'il y avait juste 2 élèves qui connaissaient Twitter dans ma classe sur la centaine d'élèves que j'avais. Donc, voici ce qu'ils ont dit. Donc, découvrir, communiquer, interagir, faire des apprentissages, s'informer, des projets ailleurs. Et puis, j'aurais demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour travailler dans un environnement sécurisé. Alors, ils ont proposé des solutions. Donc, sélectionner l'information, être prudent, diffuser, être conscient, bloquer les gens dont on ne savait rien ou dont on doutait finalement de la pertinence dans notre timeline.
le respect, le langage, etc., etc. Oh! Donc, après tout ça, on a rédigé des chartes d'utilisation avec toutes ces choses-là. Et donc, les élèves ont travaillé à partir de ces chartes-là. Et puis ensuite, on est allé sur le web. Et moi, j'étais persuadée que tout allait rouler comme sur une autoroute. Et puis finalement, malgré tout, il y a eu un problème, un petit dérapage durant la première période. J'ai des élèves, quelques-unes, qui ont profité du fait qu'on était chacun derrière un ordinateur pour se lâcher loose, comme on dit. Et puis, quand j'ai étudié après le cours la timeline, parce que j'avais pas eu le temps de le faire durant la période, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui ne respectaient pas la charte. Donc, le lendemain, je suis revenue avec des captures d'écran de ce qui s'était publié durant la période, puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça. Et là, ils ont été très embêtés. Je leur ai demandé de regarder la charte qu'ils avaient signée, qu'ils avaient eux-mêmes élaborée. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait comme des petites discordances. Donc, ils ont fait un mea culpa, ils se sont excusés sur Twitter, ils m'ont écrit une lettre d'excuse, en tout cas. Mais ils ont, je pense, intégré par l'erreur ici qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient comme lâché. Mais je ne voudrais pas rester, là, il doit me rester à peu près 20 secondes, je ne voudrais pas rester sur le côté des risques et des dangers, parce que pour moi, le rapport positif à la langue, il s'exprime aussi par la valorisation qu'on peut trouver à parler et à être lu et à écrire sur le web. Et les autres expériences que j'ai pu mener en classe, notamment en Twittérature, m'ont permis de voir que la construction d'identité des élèves, elle passait par cette valorisation-là. Et c'est ce que aussi j'ai pu expérimenter avec mes élèves. Et c'est pour ça que je disais tantôt que travailler un rapport positif au langage, à la langue, ça amène aussi les élèves dans une construction, à une fierté, à une construction de soi qui les amène finalement à construire cette identité numérique positive et non pas à rester dans des erreurs, parce que c'est normal qu'ils en fassent des erreurs. Ce sont des adolescents, ils grandissent, ils apprennent. Et puis nous, il ne faudrait pas qu'on arrive avec une morale d'adulte en leur disant « Mon Dieu, c'est pas bien ce que tu as fait, ça, parce que ça ne marchera pas. » Par contre, si on les fait réfléchir à ce qu'ils ont fait, et bien peut-être là, oui, on a quelque chose qui va aboutir. J'avais eu l'idée au départ du penseur de Rodin, de « je pense donc je suis ». Là, c'est un peu avec Astérix, pour éviter peut-être que ce ne soit que des narcisses. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Maintenant, j'inviterai Pierre à prendre la parole. Alors bonjour, merci Jacques. Alors mon nom est Pierre Gagnon, je suis enseignant en 5e année au primaire à l'École Saint-Gérard à Montréal. C'est drôle que je sois ici, qu'on parle de numérique. La plupart des comptes, Twitter et compagnie, c'est 13 ans et plus, et mes élèves n'ont même pas 13 ans. Cependant, j'ai des problèmes à cause du numérique. J'ai aussi de belles choses, il n'y a pas juste des problèmes. Puis, comme disait Nathalie, il ne faut pas trop focusser là-dessus. Reste qu'il ne faut pas avoir non plus se mettre la tête dans le sable et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas toujours vrai. À chaque début d'année, avant la rencontre de parents, où tous les parents devraient être à cette rencontre, je demande à mes élèves de lever la main ceux et celles qui ont un compte Facebook. Bon, sur 25 élèves, c'est près de 10. Okay? En 7, 8, 9, 10. Et ce que je fais après, à la rencontre de parents, habituellement, j'ai un bon taux de présence. Là, je pousse beaucoup les enfants pour qu'ils disent à leurs parents de venir. Je demande aux parents, je dis, levez la main ceux et celles qui ont des enfants qui ont un compte Facebook. Oh my! Je peux vous dire qu'on a des belles surprises. Alors là, je leur dis, il y a un différentiel entre le nombre de mains qui est levé ce soir et ceux des enfants qui ont levé la main hier. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous allez arriver à la maison ce soir? Ne lui sautez pas dessus, s'il vous plaît. Il s'est ouvert un compte sans votre permission, il va être capable de s'en ouvrir un deuxième. Okay? Normalement, il s'est ouvert un compte parce que son ami a un compte, ses parents lui ont dit « oui, tu peux, vas-y ». Puis là, ah ouais, c'est facile, ils ont créé un Hotmail ou n'importe quel courriel.
Alors, il y a un accompagnement, à mon avis, à faire et je pense qu'au primaire, c'est le meilleur moment pour le faire, 5e, 6e année, parce qu'on a encore un certain contrôle, si vous me permettez l'expression. Je ne veux pas dire qu'on est des freaks non plus, là, mais je pense que les enfants ont tendance à être un petit peu moins délinquants en 5e et 6e année qu'ils peuvent l'être, par exemple, au secondaire. Mais je ne dis pas qu'ils sont tous délinquants non plus, parce que je sais qu'il y a une web diffusion, là, alors il faut que je fasse attention à mon identité numérique. Donc, après avoir vu qu'il y avait un différentiel entre les deux, je me suis dit que c'était peut-être important que je parle à mes élèves. Donc, on a, nous, ouvert un compte Facebook, un compte Twitter, pardon. Donc, 5AB Saint-Gérard, pas d'accent, pas de tiret, rien. C'est le compte de notre classe et celle de mon collègue. J'ai essayé de leur expliquer un peu comment ça fonctionnait, Twitter, c'était quoi les réseaux sociaux et tout. Bon. Et on a commencé à tweeter l'an passé et on a eu la belle surprise de se faire suivre par Guy Lepage. Ne demandez-moi pas comment j'ai réussi cette histoire-là, mais Guy Lepage nous suivait. C'est quand même, bon, c'est un artiste, il y a à peu près, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui le suivent. Alors, à quelque part, l'impact que Guy Lepage peut avoir sur un de nos tweets est assez grand, merci. Du moment qu'ils ont compris que si on écrivait une niaiserie que M. Guy Lepage faisait ART, il y a quand même 300 000 personnes qui lisaient le ART. Donc, là, ils ont fait « Wow, il faut faire attention à ce qu'on écrit ». Alors, j'ai commencé tranquillement. Est-ce qu'on peut écrire ça? C'est sûr et certain qu'en classe, les élèves n'iront pas écrire n'importe quoi. Ça, c'est pour Twitter. Pour ce qui est de Facebook, je me suis posé la question, est-ce que je suis ami avec mes élèves? J'ai dit non. Du lundi au vendredi, ça suffit. Le soir et les fins de semaine, je leur ai donné un courriel. Les parents ont mon courriel. Ils peuvent m'écrire. Mais Facebook, ça reste à moi. J'ai dit cependant, quand tu n'es plus dans ma classe, tu peux être mon ami Facebook à des conditions. Je suis un être humain. Donc, je suis un peu content de les avoir acceptés parce que ça me permet de me censurer. Je me dis, j'ai des élèves qui me lisent, alors il faut que je fasse attention à ce que j'écris. Sauf un soir où les Canadiens ont perdu contre les Bruins. J'ai dit, oreilles et yeux sensibles, ne regardez pas ce que je vais écrire. Alors, j'ai sorti quelques canadianismes religieux. Donc, je leur dis aussi que, et je fais attention à ce que j'écris. Cependant, j'interviens. Et c'est là qu'ils comprennent la puissance. Par exemple, dernièrement, il y a un petit gars qui a écrit, là, je voyais qu'il y avait une discussion en cours, et là, il y a un élève qui a écrit « C'est vrai, elle, c'est une conne ». Alors, on fait une petite capture d'écran de la discussion, et je m'en vais en message privé avec cet élève-là qui n'est pas mon ami Facebook. Donc, même si ce n'est pas mon ami, je vois tes commentaires si tu ne gères pas tes paramètres. Alors, je suis allé lui écrire. J'ai pris une photo de votre discussion. S'il y a des répercussions de cette discussion-là à l'école, moi, j'ai une preuve comme de quoi tu as écrit des mauvais mots. Alors, il faudrait que tu enlèves, s'il te plaît, ton commentaire. Il me répond, je ne sais pas comment. Je dis, OK, donc tu es capable de dire des niaiseries, mais tu n'es pas capable de les enlever. On a un problème, Houston. Alors, j'ai dit, tu viendras me voir demain à l'école. Donc, lui, il est en 6e année. Tu viendras me voir demain à l'école, je vais t'expliquer comment faire. Là, je lui ai montré aussi comment faire pour arranger ses paramètres de confidentialité pour que ça soit... J'ai dit, on n'est même pas mis ensemble et j'ai vu ton commentaire. Imagine le nombre de personnes qui voient ton commentaire et qui ne sont pas ton ami. Alors là, il voit la portée des réseaux sociaux et c'est là que je pense qu'on a un rôle à jouer à l'école, un autre qui s'ajoute. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi aller chercher l'aide des agents communautaires, comme par exemple au SPVM, le service de police de la Ville de Montréal offre un service, donc ils viennent dans les écoles, ils font des ateliers. Et on a été obligé d'intervenir il y a 2 ans. Il y a une petite fille qui ne se levait plus le matin. Elle ne voulait plus venir à l'école parce qu'elle avait des messages haineux sur Facebook. Et elle était dans ma classe, j'ai dit, pourquoi tu me vis ça, faut que tu m'en parles. J'ai dit, tu me connais, je ne tolère aucune violence, je tolère rien. Et normalement, je règle le problème. Tu sais que je ne laisse pas ça dans l'air. Elle dit, je n'étais pas capable. Elle dit, elle shakeait, elle pleurait. Donc, on voit jusqu'à où ça peut aller, ça fait mal.
Tu sais, la petite fille qui a quand même une bonne estime d'elle-même, tu sais, qui a un peu de torque, si vous me permettez l'expression, et elle n'était pas capable de venir à l'école à cause de ça. Donc là, c'est un meeting général, des ateliers sur l'intimidation et tout. Donc, on a un travail à faire. On peut aller chercher des ressources, il y en a. Il faut leur expliquer aussi à quoi ça sert, mais à quoi ça peut servir. Quand on parle tu sais, des avantages des réseaux sociaux, là, moi, personnellement, là, mon identité numérique, je suis un raccrocheur. Moi, je décrochais de la profession étudiante, de la profession enseignante. Et depuis que je suis sur Twitter, j'ai retrouvé certains collègues que je n'ai pas dans mon école. C'est-à-dire des collègues qui partagent, des collègues qui veulent qu'on avance, des collègues qui t'encouragent même si tu t'es trompé. Non, mais va voir ça à place, ça va être mieux. C'est pas grave, au moins tu as avancé, tu l'as essayé. Donc, ça m'a permis, moi, de raccrocher. Et j'essaie le plus possible de leur transmettre ça, cette culture du partage-là. Ce qui n'est pas évident, puis ce n'est pas ancré en nous, ça, cette culture de partage. Vous le savez, les enseignants, vous et ceux qui sont ici aujourd'hui, là, retournez là, dans vos milieux demain matin, OK, et dans une rencontre du personnel, et essayez de partager le 1/10 de ce que vous avez appris aujourd'hui. Là. Puis, il y en a qui sont déjà fermés en disant « Je suis allé à un colloque ». Du moment qu'on dit ça, là, ça fait « OK, est-ce qu'on peut passer à un autre point? » Alors, la culture du partage, à mon avis, et on a les outils pour le faire, je pense qu'on peut s'en servir et on doit s'en servir d'une belle façon, puis il faut transmettre ça à nos élèves. Comment s'en servir? Alors là, on est allé sur, nous, on s'est ouvert un blog. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook, sur Twitter, qui avait écrit ma directrice d'école ne veut pas que je crée un blog, quoi faire? Il y a quelqu'un qui a répondu, crée-le, dis-lui ensuite, qu'est-ce que ça donne? Dis-lui pas à ta directrice que tu as créé un blog pour ta classe. Fais-le. En tout cas, là, c'est pas nécessairement politiquement correct ce que je fais, ou ce que la personne a écrit, c'est pas moi qui l'ai fait. Ben, remarque, c'est ça que j'ai fait pareil. Je dis, regardez, nos élèves publient sur un blog. Et là, vous savez qu'il y a le petit hashtag Partageune aussi qui fonctionne très bien, cette communauté-là, qui dit que du moment que nos élèves ont publié quelque chose, mettez un petit hashtag Partageune et certains d'entre nous vont aller mettre des petits commentaires sur le blog. Bravo, continue, lâche pas. Donc, ça permet aux enfants de voir qu'ils sont lus, à part par moi qui mets une note, et par leurs parents qui regardent juste la note. En passant, tu sais. Je disais ça aux parents, je disais, venez pas me dire que vous lisez tous les textes que votre enfant écrit, vous arrêtez à la note. S'il n'y a pas une bonne note, vous allez regarder pourquoi, vous allez regarder la correction. S'il y a une bonne note, vous allez arrêter à la note. C'est super, bravo mon grand. Donc, les réseaux sociaux permettent ce partage-là et les élèves y gagnent énormément. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est drôle parce que nous, les adultes, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'École Saint-Gérard. Vous irez voir sur Google, là, on a des articles de journaux à notre sujet. On est une des écoles qui a déménagé à cause de la moisissure. Et oui, c'est nous. Et ça ne m'a pas trop affecté. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas de bras sortir à quelque part de trop. Cependant, une minute. Cependant, j'ai remarqué, on a ouvert une page Facebook de l'école. J'étais administrateur avec un parent du conseil d'établissement. Et c'était pour diffuser de l'information sur les navettes, le dîner et tout. Et vous auriez dû voir ce qui s'écrivait. C'en était désolant. Moi, je me dis, si mon élève écrit « T'es une conne » sur Facebook, je peux comprendre qu'il ne comprend pas la portée. Mais qu'un parent écrive « Comment ça, celle… » Là, c'est presque écrit le nom de la personne. Moi, je sais c'est qui, là. Comment ça, l'éducatrice du service de garde de mon enfant n'a pas fait ça hier? Puis là, ça part, hein, il allume un feu. Et c'est fou, là. Là, il y a quelqu'un, ah oui, c'est vrai, moi aussi, c'est inacceptable, là, ça part. Là, je fais, comment ça, les parents ont oublié les voies naturelles de communication? La première chose que tu dois faire, c'est aller voir l'éducatrice. Deuxième chose, si ça ne marche pas, la direction. Puis, troisième chose, tu peux écrire ça quelque part, puis aller plus loin. Mais imaginez que les parents aussi, nous, en tant qu'adultes, je ne veux pas généraliser, mais il faut faire aussi attention à ce qu'on fait, puis ce qu'on écrit sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ça a une certaine portée, il y a des choses qui ne se disent pas, et on oublie encore d'aller voir la personne parce qu'on se cache derrière un écran puis dire il n'y a pas grand monde qui voit ça, je fais Enter, c'est fini, on n'en parle plus. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et dans une assemblée générale, pour terminer, j'ai dit, une assemblée générale de parents, j'ai dit je m'excuse, je supprime tout commentaire qui
tous les commentaires où est-ce que je vais savoir de qui on parle et que les étapes pour gérer un problème n'ont pas été respectées, je supprime le commentaire. Et je me suis obstiné avec un parent pendant au moins 15 minutes qui me dit « Ah ben là, comment ça, je vais être obligé d'ouvrir une page Facebook Saint-Gérard libre? » Ben, vous avez le droit de le faire. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est gratuit, page Facebook, n'importe qui peut ouvrir une page Facebook. Mais que je sois obligé d'aller aussi loin, j'en revenais pas. Je me suis dit, alors, c'est aussi l'éducation aux adultes qu'on doit faire. Alors, voilà, ma petite expérience avec les réseaux sociaux. Merci. Monsieur Bernard. Bonjour. Oui. Ça marche déjà. Alors, moi, j'aime pas ça, les bébelles puis les technologies. Un peu de difficulté avec ces appareils-là. Alors, mon nom, c'est Bernard Manzerolle, francophone du Nouveau-Brunswick, coordonnateur en TIS, nouveau titre, coordonnateur en TIS au district scolaire francophone Sud. Je vais dire aussi originaire de Chupagan, de la péninsule acadienne, parce que je crois bien que ma construction identitaire a démarré de ce petit village francophone, acadien. Et je crois que ça me suit, évidemment, depuis plusieurs années. Et je pense qu'heureusement qu'il n'y avait pas le web à cette époque-là, parce que je ne sais pas comment, comme jeune adolescent, j'aurais laissé comme trace sur le web comme identité. Heureusement, le web, ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on peut y réfléchir, les premières traces que j'ai laissées sur le web, je pense que c'était au début de l'Internet, dans les années 95. Et je crois que ce n'est pas nécessairement les réseaux sociaux qui ont démarré l'identité sur le web ou l'identité numérique. Je crois que nos projets, nos premiers contacts avec le web, la création de sites web, d'ailleurs le site web Rescol à la source, vous connaissez sûrement ces projets-là, j'ai l'impression que ça a commencé là aussi l'identité ou la construction d'une identité numérique. Je serais curieux de voir si on pouvait retracer à quelque part nos traces de ces vieux sites web-là. Alors déjà, je suis presque convaincu qu'il y a des noms qui existent à quelque part. Nos noms apparaissent dans ces lieux-là. Alors, ma réflexion va porter sur peut-être 3 points. Alors, moi, sur le web, maintenant, sur mon identité numérique, mais aussi francophone au milieu minoritaire. Comment je suis sensible un peu à cette position-là sur le web. L'équilibre un peu qu'on doit avoir dans nos pratiques d'exposition, de vie privée ou de vie professionnelle. Et aussi porter une petite réflexion sur ce monde qui est en changement, qui est en continuel changement, et comment les jeunes vont peut-être modifier certaines pratiques de ce qu'est la vie privée et la vie professionnelle. Évidemment, les débuts, les premières traces qu'on a laissées sur Internet, avec l'arrivée du Web 2.0, ça nous a amené à créer du contenu, de plus en plus à s'exposer sur le web. Moi, lorsque j'ai commencé à créer du contenu, c'était du contenu professionnel. J'ai rarement mis des traces personnelles au départ. C'est venu beaucoup plus tard où j'ai commencé peut-être à utiliser le compte Facebook, où j'ai commencé à mettre des traces plus personnelles, mais vraiment avec une certaine pudeur. Et j'ai l'impression que c'est générationnel, cette partie ici. J'ai vraiment l'impression que les jeunes ont moins cette pudeur-là pour exposer leur vie personnelle. Alors, depuis peut-être 10 ans, la plupart des traces ou d'identité qui est sur le web, sur le compte Manzerbe, alors ça, c'est peut-être le nom que j'utilise pour la plupart de mes comptes, que ce soit YouTube, Twitter, évidemment Facebook. Je ne m'appelle pas Manzerbe, là. Je suis Bernard Manzerolle sur Facebook, évidemment. Mais j'ai rentré tard sur Facebook. Je ne suis pas rentré très, très tôt dans celle-ci. Mais mon identité est vraiment beaucoup plus professionnelle sur le web que personnelle. Et ça, je pense que c'est une question de génération. Et j'ai l'impression que nos jeunes qui sont déjà sur le web, ont vraiment une identité très personnelle et ils vont aller vers le professionnel avec peut-être les emplois, avec le travail.
mais il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce qui va se passer avec les traces qu'on laisse du côté personnel. Et de là l'importance dans nos écoles de permettre à nos élèves de s'exposer ou de laisser des traces qui sont aussi, si on peut dire, professionnelles, dans le sens que c'est du travail scolaire. Et cette construction d'identité scolaire, si on peut dire, doit être encouragée de nos écoles. On doit permettre de créer ces espaces numériques-là qui leur permettent de s'exprimer dans la langue française, pour chez nous, du moins. Tout à l'heure, M. Cook l'a évoqué par rapport au blog, par rapport à des comptes Twitter, que la francophonie était plus ou moins présente sur le web. Et je crois que ça fait partie un peu de cette construction identitaire-là et aussi de cette peut-être insécurité linguistique qu'on peut rencontrer chez les gens qui vivent dans des milieux francophones minoritaires. Cette insécurité de maîtriser la langue, cette insécurité de laisser une faute dans un tweet ou d'écrire un texte avec certaines erreurs. Et je pense que c'est à ce niveau-là, comme enseignant, comme école, comme structure scolaire, d'encadrer nos jeunes, de les encadrer, de leur permettre de s'exprimer et de ne pas être un lieu où on les tape sur les doigts pour leur dire « tu as une faute ici, tu as une faute là ». Alors, il faut permettre à ces jeunes-là de s'exprimer, toujours en les guidant pour qu'ils s'améliorent à chaque fois qu'ils doivent exprimer dans cette langue-là. Et nous, ça nous touche beaucoup au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le Canada, surtout hors Québec, j'imagine, parce qu'on est tellement entouré d'anglophones que même la construction de nos phrases, vous savez très bien, on parle français, mais souvent les mots ne sont pas dans le même ordre dans cette construction-là de grammaire syntaxique. Là. Alors, je pense que c'est une réflexion qu'il faut porter, puis il faut certainement permettre à nos enseignants d'encourager cette visibilité-là sur le web pour nos jeunes qui sont à l'école. Il faut savoir aussi que, je fais une petite parenthèse sur la double mission de l'école au Nouveau-Brunswick, qui est évidemment la réussite scolaire, mais aussi le développement de la construction identitaire. Mais ce développement de construction identitaire-là doit se faire aussi au numérique. On doit aussi le faire évoluer vers le numérique. On peut bien parler de culture puis de folklore, mais il faut vivre aussi en 2013 dans les espaces où les jeunes se retrouvent souvent en dehors du système scolaire, que ce soit Facebook, Twitter ou les autres réseaux sociaux populaires. Il faut permettre à nos jeunes, même à l'intérieur de l'école, d'avoir des lieux de partage et d'être fiers de s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas toujours, mais ces espaces-là doivent nous permettre à ces élèves-là de s'exprimer et de vivre dans leur langue française. C'est un défi, j'en conviens, c'est un défi. Ce qui m'amène aussi à parler un peu des pratiques ou un peu de l'équilibre qu'on doit développer chez ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'on leur permet d'écrire? Qu'est-ce qu'on leur permet de tweeter? Qu'est-ce qu'on leur permet de poster comme photo, comme vidéo? Alors, comment on peut les guider dans cette traçabilité-là, si on peut dire, lorsqu'on laisse des traces, là? Et parce qu'on sait très bien, et là, je pense que ça ne vous surprendrai pas, en disant que ce qu'on fait comme tweet ou encore comme blog, je ne pense pas que c'est encore rendu biodégradable, c'est-à-dire que ça reste sûrement sur le web. Et il faut en être conscient. Lorsqu'un jeune de 10 ans laisse des traces sur Internet, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ces traces-là vont toujours, ou souvent, ils vont être là, ils vont être retraçables à quelque part. Alors, il faut éduquer nos jeunes d'être, bon, je peux peut-être utiliser le terme éco-média, là, alors éco pour écologie, alors, de ne pas lancer tout ce qu'il y a par la tête sur le web, ses états d'âme, ses photos, ses vidéos. Alors, je pense qu'on a certainement un rôle à jouer au niveau des écoles, au niveau d'enseignants, pour éduquer et guider ces jeunes-là. Et c'est souvent la facilité de cette publication-là qui rend la chose de plus en plus difficile. Dans l'espace de quelques secondes, on publie à l'ensemble d'une communauté d'Internet des propos, des fois, qui dépassent souvent, des fois, nos pensées.
ou les pensées des jeunes. Ils n'ont pas nécessairement le réflexe ou le filtre qui leur permet de se retenir sur certains propos. Alors, puis là, on parle de Facebook, puis on parle de Twitter, mais il y a vraiment d'autres lieux aussi que les jeunes peuvent publier. On sait que dans nos écoles, déjà, OK, bon, ça va beaucoup plus rapidement que je pensais. Alors, je termine presque, j'ai un autre dernière diapositive à apporter. Évidemment, on parle de ce monde en changement-là, et évidemment, on sait très bien que les réseaux sociaux et l'identité numérique, ce n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Si c'est un mode de vie, le numérique, il faut certainement qu'à l'école, qu'on fait vivre ce mode de vie-là chez nos élèves. Et ce mode de vie-là devient aussi un mode qui va permettre certainement, c'est une valeur économique. On n'a peut-être pas souvent parlé de cette valeur-là, de cette identité-là numérique qu'on se crée, qui devient quelque part une carte de visite, qui donne aussi une valeur économique à cette valeur-là. Chez les jeunes, ça ne dit rien, mais chez nous, les professionnels, ou encore les plus jeunes qui sont à la recherche d'emploi, il y a certainement une identité numérique qui doit être en contrôle à ce moment-là. Alors, je pense aussi, comme en terminant, que la notion d'identité numérique est en évolution. Les jeunes, la prochaine génération, vont certainement redéfinir un peu qu'est-ce qu'on aura à publier, qu'est-ce qui sera acceptable, et parce que ce que j'ai comme vie privée, que je ne partage pas, est certainement pas la même chose d'un jeune de 15 ans qui partage des choses sur Internet et qui a moins de filtres que moi, mais qui va le suivre beaucoup plus longtemps que moi. Et voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, à ce moment ici, on a, je crois, à peu près une quinzaine de minutes. Puis d'abord, Nelson, je vais te donner ceci. Et on aimerait vous entendre. On aimerait vous entendre ceux qui sont ici, autant ceux qui sont à distance. Notre ami Nelson, avec le micro, va pouvoir circuler dans la salle. Et il y a André Marcotte aussi qui va essayer d'intercepter des questions, peut-être via le fil Twitter, qui pourraient être posées par des gens à distance. Donc, en 20 secondes, quand je résume un peu ce que j'ai entendu de la part des quatre, hein, Max nous a parlé d'appropriation des médias sociaux par les dirigeants de nos institutions scolaires et nos organisations scolaires, notamment. Nathalie, tu nous as parlé de construction identitaire aussi, mais du jeune afin qu'il puisse se réaliser. Hein, et aussi toute la notion de valorisation par le parler, par l'écrit, par l'expression finalement. Pierre, tu nous as parlé d'accompagnement des jeunes au primaire. Aussi, tu nous as parlé de culture du partage chez les enseignants, qui est important aussi à transmettre chez les jeunes. Et Bernard, en plus de parler d'identité, de construction identitaire, pour nous francophones en milieu minoritaire, et justement, ça fait partie de la double mission de notre école. Tu nous as aussi parlé de la notion d'équilibre, tu nous as parlé d'insécurité linguistique aussi, mais aussi, je retiens, le rapport qui est en évolution constante, le rapport qu'ont les jeunes face à cette vie privée-là. Donc, une genre de petite capsule qui résume ce qui a été dit, et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais tourner la parole à vous, soit ici ou ailleurs, pour soit poser une question directement à un des membres, un des panélistes, ou une question générale, et vous pourrez vous disputer le micro pour répondre. Qui veut casser la glace? Levez la main et notre ami Nelson se rendra. Je ne sais pas, André, en attendant, est-ce qu'il y a eu des interventions à distance? Oui, Nelson, je pense qu'André peut nous transmettre. Alors, j'ai mon ami Sylvain Bérubé de Québec qui nous demande à M. Cook comment avoir une parfaite transparence en ligne s'il faut préserver à tout prix l'image d'une institution.
OK. Je réponds dans l'air, M. Berrouet. Je n'ai pas une réponse concrète. Je pense que ça prend le jugement. Il y a une ligne fine entre partager des bonnes informations, des provocations, mais aussi de ne pas aller trop loin. Et je pense que si tu trouves un équilibre entre les deux, c'est là où un compte Twitter devient intéressant, surtout parmi des institutions. Ça veut dire que les institutions, il faut qu'ils comprennent, et je parle des commissions scolaires, qu'un site web maintenant, ce n'est pas assez. Quand il y en a des décisions super importantes que les parents devraient comprendre, des politiques, des décisions, il faut avoir une ligne de communication qui est là. On a des outils, mais je ne vois pas ça souvent. Ça veut dire que quand il y en a des décisions qui sont faites au niveau des commissions scolaires, il y a beaucoup de confusion. Et on a des outils maintenant pour éviter cette situation-là. Alors, je n'ai pas une réponse, M. Berube, mais je dis qu'on a des outils, il faut trouver un moyen de le faire et arrête de penser que de dire rien, c'est assez pour la communication, surtout quand on veut faire des changements majeurs dans nos écoles. Merci, André. Est-ce qu'il y avait d'autres choses venant de... Oui. Mon autre ami, qui n'est pas ici, Alexandre Pachot, qui vous demande, M. Cook, quelle est la position de l'ACE en ce qui concerne la promotion du logiciel libre et des manuels scolaires libres? Logiciel libre, ça veut dire open source. Ben, honnêtement, c'est qui a demandé ça? Monsieur Pachot, je crois. Je veux dire, honnêtement, on n'a pas une politique officielle sur ça. Je sais que peut-être CIMAC a une position. Je veux dire, pour notre contenu, c'est tout Creative Commons, même sur Education Canada, publié. Pour nous autres, on comprend que de partager tout d'une façon Creative Commons, c'est la seule façon à aller, surtout en éducation. Alors, je ne peux pas parler officiellement, je ne peux pas donner un tweet officiel sur notre position parce qu'on n'a pas un officiellement, je m'excuse. De la salle, peut-être? Il y a des gens qui aimeraient intervenir? C'est le temps. Ah, oui. Bonjour, Martine Paquette. Moi, je veux juste renchérir sur les propos de Bernard Mazra quand il disait au niveau de sensibiliser les jeunes. On a vraiment un gros travail en tant que pédagogue pour vraiment leur montrer comment faire. C'est très important qu'on ne doit rien tolérer sur le web, aucun commentaire inapproprié. Puis c'est très important, on a du contrôle là-dessus. Il faut vraiment leur montrer comment l'utiliser de la bonne façon, de façon positive. Et puis, c'est très important. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau positif pour tout ce qui se passe au niveau des événements, puis toutes ces choses-là, mais c'est vraiment très important. Donc, moi, je voulais renchérir là-dessus, car on a un gros travail en tant que pédagogue, puis il faut vraiment les sensibiliser à ça, puis leur montrer comment faire. Quelqu'un ici veut ajouter? Je dirais que ce qui relève un peu du défi, c'est leur montrer comment faire. Souvent, c'est eux qui peuvent nous montrer aussi, là. Mais c'est certain que comment faire, je parle de Twitter ou Facebook, mais c'est au niveau du filtrage. Hein, c'est cet élément-là qu'on arrive, c'est cet enseignement-là qu'on doit leur permettre de réfléchir. On ne peut pas leur dire simplement arrête de faire ça, mais lorsqu'il a fait l'erreur, ou lorsqu'il a publié un billet ou un tweet qui était insensé, comment on fait le retour en classe pour l'amener à réfléchir? Et réfléchir pas uniquement comme élève unique, mais comme groupe d'élèves. Alors, ça m'est arrivé parfois, ça m'est déjà arrivé une fois avec un groupe de classe du secondaire où on était sur Twitter et un élève s'est vraiment laissé aller à tweeter quelque chose qui n'avait aucun lien avec la tâche. Alors, on a fait un retour le lendemain et on l'a exposé à l'ensemble de la classe pour voir comment on pouvait réagir, comment on pouvait intervenir pour éliminer cette trace-là. À quelque part, c'est de mettre des traces positives au lieu des traces négatives. Alors, il faut essayer d'arriver à éduquer nos jeunes à tenter vraiment de renverser la vapeur lorsqu'ils font un geste qui n'est pas acceptable sur le web. Je pense que c'est Nathalie qui veut renchérir aussi.
Ce que je voudrais dire aussi en poursuivant ce que tu viens de dire, c'est que quand j'ai montré mon profil Twitter à mes élèves, ensuite, j'ai oublié de le dire tantôt, je leur ai demandé, vous, on va créer un compte pour chacune des classes, et qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous aux autres? Et là, il y a eu toute une discussion qui s'est engagée dans les élèves. Elles ont d'abord travaillé en équipe, elles ont travaillé avec des mots-clés. Et puis, après, il y avait tout le travail d'écrire une bio en 160 caractères, parce que sur Twitter, c'est la limite qu'on a pour la petite bio du profil. Et là, il y a eu toute une discussion vraiment intéressante au niveau du choix de qui on était en tant que groupe, que collectif. Et donc là, ça les amenait à sortir d'eux. Et j'ai trouvé ça important parce qu'à un moment donné, il y a eu un débat dans la classe. Les élèves voulaient mettre le mot « sérieuse », qu'elles étaient des filles sérieuses. Et là, ça posait un problème parce qu'il y avait des élèves dans la classe qui disaient « non, excusez-moi l'anglicisme, c'est drabe. De dire qu'on est sérieuse, c'est drabe ». Alors là, on est allé chercher des synonymes, on a travaillé aussi en même temps le lexique, la langue, on a regardé la portée, l'impact des mots, et finalement, elles ont choisi « sérieuse ». Donc, on voulait se doter d'une image de marque. Oui, puis si on allait sur Twitter pour voir les profils qu'ont écrit les élèves, elles s'étaient donné des objectifs en fait et des intentions d'écriture, et puis à partir de ça, elles l'ont fait vraiment pour exprimer une personnalité du groupe. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que on sentait comme une volonté un peu citoyenne aussi, où on était dans l'apprentissage du vivre ensemble. Et là, on faisait un choix tout ensemble pour dire qui on est et qu'on va l'assumer, tout ça. Puis ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Je crois qu'il y a Pierre aussi qui aimerait dire quelque chose. Moi, je veux revenir sur les adultes. Vous allez peut-être me trouver étonnant, mais on a eu des élections dernièrement au Québec, vous savez. Et on avait un des politiciens qui se présentait comme premier ministre qui était sur Twitter, qui tweetait beaucoup. Et le danger que j'ai remarqué, c'est que les réseaux sociaux, ça permet aussi à n'importe qui, dans son salon, dans sa chambre, à quelque part, de s'ouvrir un compte avec un œuf, s'appeler Ticlin-Clin et écrire n'importe quelle niaiserie. Et ça, à mon avis, il faut aussi intervenir. Il faut aussi dénoncer ces choses-là, que sur un fil Twitter, par exemple, on n'accepte pas ce genre de commentaires. C'est aucun argument en passant, là, c'est vous êtes un ci, vous êtes un ça, là, ça ne se tient même pas. Donc, je pense qu'il faut aussi intervenir, il faut gérer nos émotions et faire attention à ce qu'on écrit, même si ça vient toucher des cordes sensibles. Lorsqu'on parle de politique, par exemple, ça vient nous chercher. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi gérer tout ça. Mais moi, j'en ai vu passer c'était assez intense, là, ceux et celles qui sont sur Twitter, vous avez vu passer ça aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi intervenir. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas exiger des élèves ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Donc, moi, si je traite tout le monde de niaiseux sur Twitter, puis après ça, j'interviens avec un de mes élèves et dis, écoute, garde mon grand, tes bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Hein? Donc, il faut faire attention, puis il faut toujours insister pour dire ce commentaire n'est pas inacceptable. C'est inacceptable, par exemple. Ce que tu soulignes, Pierre, me rappelle tout le débat entourant les grands médias. Est-ce que les commentaires qu'on laisse par rapport à un fil de nouvelles doivent-ils être anonymes ou est-ce qu'il faut s'identifier? Hein? Certains journaux permettent d'affichage de commentaires anonymes et malheureusement, on est témoin de toutes sortes de conneries qui se disent par rapport à une question, et que ce soit haineux ou autre. Et ça rejoint un peu l'intervention de Max. Comme institution, il y a cette réflexion à faire. Si on veut entamer une discussion, une conversation, comment on va paramétrer finalement tout ce trafic-là, cet environnement-là de conversation pour justement permettre à des gens de s'avancer et d'avoir un débat raisonnable, civil et intelligent sur une question à débattre. Donc, ça interpelle, je trouve, autant l'individu que l'institution aussi, qui fournit un environnement ou un espace toujours dans la bonne volonté d'entamer une bonne conversation. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens? Oui. Merci. Paul Duguay, CCNB, Péninsule Acadienne.
Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut quand même, je crois que les enseignants, mais il ne faut pas oublier les parents, ont un certain rôle de moralisateur au niveau de ce qui est dit, ce qui est laissé comme trace sur les médias sociaux, mais même aussi, je pense, et là, je vais peut-être entendre des gens partager leur avis, parce que même au niveau de ce qui est consommé, pas seulement parce qu'il est laissé ou qui est écrit, parce que si je prends un exemple concret, récemment, il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. En fin de compte, c'est une émission de télé où on faisait des practical jokes, comme on dit, où il y avait des gens dans un ascenseur, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, puis il y avait un petit enfant qui sortait lorsqu'il y avait une panne de courant, et ça faisait des peurs effroyables aux gens qui étaient là, des personnes âgées qui avaient pu faire des crises cardiaques. Et les jeunes voient ça, même les adultes voient ça, et ils considèrent ça drôle. Moi, personnellement, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'on ait rendu à consommer des choses comme ça pour trouver ça drôle. Et à ce moment-là, quel est le rôle des enseignants, des parents surtout, à mon avis, quand ça vient le temps de dire, OK, voilà, attends un peu, là, c'est pas si drôle que ça. Il y a des gens qui sont en danger. Puis, je ne sais pas comment les gens perçoivent ça ici, et puis comment on peut agir ou intervenir en tant qu'enseignant auprès des jeunes pour leur dire, regardez, attention, il y a une autre façon de voir la chose. Moi, je ne suis pas enseignant, alors c'est moi qui réponds à ça. Je veux juste dire, moi, je pense qu'il y a une responsabilité à éduquer les jeunes. Surtout, c'est une responsabilité des parents aussi. Mais moi, je vois maintenant au Canada, il y en a des gens qui viennent dans des écoles pour éduquer les jeunes comment utiliser les médias sociaux dans une façon responsable. Et aussi, ils ont des exemples où les jeunes ont, par exemple, pris une photo nue et ça va partout et ça change la vie de la pauvre jeune. Toutes sortes d'exemples comme ça pour que le lien mette dans la tête des jeunes qu'ils ont une responsabilité comment ils utilisent ces outils-là. Alors, je ne veux pas mettre encore une autre responsabilité dans la classe, mais c'est nécessaire que ça vienne aussi des professeurs, comment utiliser ces outils-là. Je vais donner un exemple, puis je vais donner en anglais. J'étais complètement étonné. Ma nièce a eu des textes d'une chum. Il y avait un petit romance, ils ont 14 ans, là, puis ils partageaient ça avec moi. Puis ça allait pas bien. There was a break-up, 14 ans. Le jeune homme, il textait, I hope you kill yourself. You need to kill yourself now. OK? Moi, j'étais sur le fauteuil en train d'écouter ça. Je dis, si on faisait ça comme adulte, qu'est-ce qui se passe maintenant avec tout ça? Il y a une responsabilité à faire avec tout le monde. Tu ne peux pas faire ça dans la société. Et ça arrive tout le temps. Et ça me frappait cette journée-là. J'étais complètement étonné et je ne pense pas que c'est aussi rare que ça. Je ne suis pas enseignant. Je veux passer. Justement, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est le CNIL qui met en ligne des vidéos justement d'un party d'étudiants. Et puis, on peut faire l'expérience soi-même en ligne en décidant de partager ou pas. Donc, à chaque fois, il y a comme une pause dans le vidéo, puis c'est partage, ne partage pas. Je me suis amusée à faire toutes les séquences, partage et ne partage pas. Quand je partage les événements qui peuvent avoir une application, un impact néfaste pour la personne, à la fin, il se passe quelque chose, soit de très, très, très grave. Là, je ne vous vendrai pas le punch, mais vous vous amusez, ça s'appelle Share the Party. Puis vous pouvez faire ça. Je pense que j'ai publié le lien tantôt sur le fil Twitter. Mais tous ces outils-là, ils existent déjà pour amener les élèves à réfléchir, à être conscients des impacts. Mais moi, j'aimerais bien aussi dire qu'en tant qu'enseignante, je veux investir le web de façon positive avec mes élèves et voir qu'on peut faire des choses, qu'on peut créer, qu'on peut partager du contenu. Et puis, en tant que francophone aussi, vu que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une très, très grande... je veux dire, il n'y a pas beaucoup de contenus francophones qui sont créés. Il y a du partage, oui, et tout ça. Mais en tant que création de contenu, ben moi, j'aimerais, en tout cas, non, je veux que mes élèves soient des créateurs de contenu, puis d'une création dont ils soient fiers.
Donc, les amener à investir le web de façon positive en montrant que ça peut être une source de fierté, de réalisation pour eux, de d'épanouissement, que ce soit parce qu'ils vont faire de la poésie sur Twitter, qu'ils vont faire une situation d'apprentissage avec Facebook, où là, ils vont trouver une importance de ne pas se regarder le nombril tout le temps, puis dire « Oh mon Dieu, t'es donc ben fine, t'es donc ben belle, etc. Wow, ta nouvelle coupe. » Bref, c'est parfait là, de s'aimer, mais on peut aller plus loin, je pense aussi. Puis c'est toutes ces choses-là que je veux faire avec mes élèves, moi. Bernard, non, ça va bien? OK. Bernard, et ensuite une dernière intervention. Juste ajouter un petit point. Je pense que c'est encourageant de savoir qu'ici, comme adultes, on veut s'assurer que nos jeunes soient responsabilisés dans leurs actions. Évidemment, tous les adultes n'ont pas suivi de cours ou de sessions sur l'usage des réseaux sociaux. Et évidemment, je pense que M. Duguay, on a parlé tout à l'heure, on retrouve des comportements d'adultes qui ne sont pas nécessairement ne sont pas encouragés. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va changer la balance. C'est peut-être l'ordre des choses. Le temps va permettre une éducation autant chez les adultes que chez les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, j'ai l'impression qu'on commence de plus en plus à les encadrer dans leurs actions sur le web. Et il reste maintenant à trouver un moyen pour influencer la génération qui est au-dessus, qui n'ont pas eu cette éducation-là à l'usage des réseaux sociaux. Une dernière intervention de la salle, parce que le temps avance. Monsieur Fréchette. Oui. J'aime beaucoup ce que j'entends ici, parce qu'on est en train de s'éloigner passablement du dossier des nouvelles technologies. Et ce qui est en cause ici, c'est carrément la réintroduction de l'éducateur au centre de la mission de l'école. Parce que ce dont on parle ici, c'est vraisemblablement de la cyber-identité. Mais très rapidement, tous et chacun, vous avez glissé sur la cyberéthique, la cyber-responsabilité. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Natcouz, c'est bien sûr que la qualité des interventions dans Twitter ou sur les médias sociaux doit arriver à primer sur toutes les tentations de diversion que peuvent être l'humour facile, par exemple, et toutes ces espèces d'éléments qui sont des éléments parasitaires par rapport à la mission réelle de l'école. Alors, quand j'entends ce que j'entends ici, je me dis, il faut permettre à toute la communauté, les plus vieux, bien entendu, comme vous indiquez, mais tout le monde, tous les intervenants, de réaffirmer le rôle central de l'école dans sa mission d'éducation, et ça passe bien sûr, et je dirais peut-être pour la première fois dans l'histoire, par cette idée que les individus sont des consciences, et des consciences qui, par leur discours, ont quelque chose à apporter à la société, quel que soit leur âge, et ça doit commencer le plus tôt possible. Merci beaucoup. Je crois que c'est une belle façon de clore la discussion. Je veux remercier nos 4 invités ici d'avoir pris le temps de nous partager leurs réflexions. Je pense qu'ils méritent encore une bonne main d'applaudissements. Merci. Et merci à Nelson et à André pour les questions de la salle. Donc, je vais passer le micro tout de suite. Hein? Non? Pardon? Oui, s'il vous plaît. Si vous pouvez rester en place quelques instants. Ensuite, on vous permettra de retourner juste quelques instants.